pour investir sur BFM Business. On est européen dans tout pour investir. On s'occupe de votre vie d'investisseur et d'investisseuse intéressés par l'Europe. On a réfléchi d'ailleurs il y a quelques minutes à comment aiguiller nos investissements via les ETF sur les différents indices européens. Et bien là, on va parler d'investissement dans l'immobilier et comment flécher notre épargne, nos investissements vers l'Europe immobilière. On va regarder plusieurs typologies d'actifs. On a deux experts en plateau pour faire cela. Romain Welch, le président de Théorème, est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes en duo avec Daniel Weil, le directeur stratégie et recherche de Rial. Bonjour Daniel. Bonjour. Et on commence avec vous sur un constat. Qu'est-ce que c'est, quelle forme prend l'investissement immobilier en dehors de la France du point de vue des Français? En fait, déjà, il faut partir d'un constat qui a des besoins qui sont croissants. Des besoins dont on parle beaucoup sur le plan militaire aujourd'hui, mais il faut aussi parler des besoins en santé, des besoins de réindustrialisation, et puis des États qui ont de moins en moins d'argent. À la dette, on est au taquet, déficit, on est au taquet, et il reste l'épargne comme source de mobilisation. Et la grande force qu'on a quand même, c'est que cette épargne-là, elle peut être rentable, en vérité. C'est-à-dire qu'il y a des raisons d'investir en dehors de l'Europe dans tout un tas de classes d'actifs dont on va parler, et je dirais d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a un peu une sorte de rééquilibrage entre le bureau, qui était l'actif classique qu'on allait chercher, qui était, là on avait l'Île-de-France, qui était le plus grand marché d'Europe, et finalement qui était un puits de sourcing, comme on dit, qui était inépuisable. Aujourd'hui, on est plus sur des classes d'actifs qu'on appelle plus alternatives, la logistique, la santé, etc. Et ça, ce sont des classes d'actifs qui sont plus étroites et donc où il est nécessaire d'être à un niveau européen pour avoir la profondeur de marché. Intéressant, plus étroit, donc on va chercher à l'international. Romain. Moi, je crois que sur le niveau européen, vous avez un bassin de consommation de 500 millions d'habitants et aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de flux qui ont lieu entre ces différentes populations. Et donc, vous avez besoin de l'Allemagne quand vous êtes en France, vous avez besoin de la Pologne, vous avez besoin de l'Italie, et vous ne pouvez pas raisonner juste au niveau de votre pays. Et donc, raisonner en tant qu'investisseur au niveau européen, ça fait du sens. Quand vous réfléchissez sur l'industriel et la logistique, votre entreprise qui va produire, elle va produire dans un pays pour inonder le marché européen. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, on ne s'arrête pas aux frontières. On va là où est l'entreprise pour investir dans ses murs et l'aider à se développer. Bon, il y a cette volonté d'investir dans quelque chose qui fonctionne. On comprend l'importance de penser à l'échelle du dessus avec l'Europe. Il y a aussi cette volonté aussi de protéger ces investissements avec... Pardon de le dire comme ça, mais quand on investit européen, quelque part, on investit nécessairement diversifié et je pense un petit peu au risque politique, qui n'est pas neutre, notamment dans notre petit pays. Évidemment, il y a le risque politique. On peut prendre l'exemple de l'Allemagne, par exemple. Récemment, il y a eu des velléités de limiter l'investissement privé dans la santé en Allemagne. Et puis aujourd'hui, avec les élections, finalement, ce risque politique, il est levé. Donc c'est important de pouvoir entrer, sortir dans plusieurs pays. Et puis, il y a des avantages compétitifs. Il y a celui de la fiscalité, dont on va parler évidemment, par rapport à la France. Mais il y a aussi le fait qu'en France, on est spécialiste des baux court, le 369 français. Et ça, c'est moins protecteur pour l'épargnant que des baux de 15 ans, de 20 ans, qu'on voit très souvent en fait à l'étranger. Donc en fait, il y a des avantages compétitifs de la France par rapport à d'autres pays, d'autres avantages compétitifs d'autres pays par rapport à la France. Et donc en se projetant, ce qui nécessite un peu d'organisation, en se projetant au niveau européen, voire extra-européen, finalement on peut avoir ces points d'entrée différents, ces caractéristiques différentes de protection du revenu et de la fiscalité, et donc on peut jouer sur ce que chaque pays a à offrir de meilleur. La fiscalité qui concerne notamment à laquelle il faut être très vigilante quand on investit dans des immeubles. La fiscalité, c'est un enjeu politique très fort pour chacun des pays, puisque votre immeuble, il est à un endroit, il ne bougera pas. Donc, beaucoup d'États ont tendance à vouloir utiliser cette base imposable pour augmenter leurs recettes. Et c'est vrai qu'on l'a vu en France, vous avez de temps en temps, ça revient régulièrement, une volonté, par exemple, d'augmenter les droits de mutation. Bon, quand ça se passe dans
dans un pays si vous êtes appelé frais de notaire. Frais de notaire. Quand vous êtes uniquement investi dans un pays, si le pays pratique cette augmentation des frais de mutation, vous avez un impact sur la valorisation de vos immeubles. C'est rare que ça arrive en même temps dans tous les pays, donc c'est intéressant d'être présent dans plusieurs pays pour pouvoir mitiger ce risque. Ce risque, la fiscalité qui évidemment est important. Un tout petit pas de côté, quand on parle d'investisseurs immobiliers intéressés par un fléchage européen, on parle de quel type de profil? Parlez-nous un petit peu de vos clients respectifs. Est-ce que c'est déjà l'investisseur immobilier français qui a fait le tour du marché français? Est-ce que c'est un investisseur institutionnel? Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est vraiment pour tout le monde aujourd'hui. C'est cette notion de vouloir diversifier son épargne et de ne pas être sur un seul pays. Donc c'est un schéma d'investissement qui est tout aussi simple aujourd'hui au travers de la SCPI. Vous aviez avant des SCPI purement françaises, vous avez des SCPI européennes aujourd'hui et vous n'investissez que dans une SCPI. C'est tout aussi simple. Après, c'est très intéressant pour un certain type d'investisseurs qui vont payer beaucoup d'impôts, puisque la fiscalité des SCPI européennes a des spécificités liées aux conventions fiscales européennes plutôt favorables pour ce type d'investisseurs. Si on reparlait des spécificités fiscales, notamment quand on parle d'immeubles, parce que la fiscalité est différente en fonction de là où est implanté ou construit l'immeuble, ça concerne notamment l'autre aspect qu'il faut avoir en tête quand on investit dans l'immobilier de santé, au-delà de l'immeuble, c'est toutes les logiques autour des baux. Là aussi, il y a des différences entre les différents États, donc ça implique un petit peu de travail. Ça implique de l'expertise, ça je crois qu'il faut quand même le dire, parce que à mon sens, c'est moins une question d'investisseur qu'une question de thématique. Il y a des thématiques qu'on ne peut pas décemment opérer à un niveau purement national. Typiquement, typiquement l'immobilier de santé, qui est un marché sur lequel il faut beaucoup d'objets différents, beaucoup de situations différentes, même si toute l'Europe est évidemment sujette au vieillissement de la population. Il y a des caractéristiques des baux. Dans certains cas, vous avez des baux plus longs, mais ce sont plutôt les bailleurs qui ont en charge les travaux, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça. Les notions d'indexation sont différentes. Donc, effectivement, ça requiert une expertise. D'ailleurs, la fiscalité ne doit pas être la seule raison pour laquelle on va en dehors de France. Ça, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. La fiscalité doit être finalement une des clés d'optimisation, mais pas la raison pour laquelle on va aller investir hors des frontières. Bon, on a parlé d'immeubles, on a parlé un peu de résidentiel, on a parlé un petit peu de santé, un petit peu de logistique. Justement, si on zoome un petit peu dans les secteurs à cibler dans le contexte actuel, on est en mars 2025, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que vous regardez de près, peut-être Daniel, gardez la parole, quels sont les secteurs qui sont simplement porteurs en ce moment? Alors nous, chez Aurélien, on est spécialisé dans l'immobilier de santé. L'immobilier de santé, c'est beaucoup de choses très différentes. Il y a ce qu'on appelle le senior, le résidentiel senior. Il y a tout un patrimoine de logements à rénover dans le sens d'une meilleure adaptation au vieillissement de la population. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle life science, mais qu'on va appeler laboratoire en français. C'est-à-dire les infrastructures où il y a de la recherche et des labos. Exactement, des centres de vaccination, etc. Et puis, il y a tout un tas de modèles, disons, de maisons médicales, typiquement des maisons où vous avez beaucoup de médecins, que des médecins, que des docteurs, avec des services mutualisés, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, avec d'ailleurs des modèles différents selon les pays. Donc, ce sont l'immobilier de santé, c'est quelque chose qui est à la fois très diversifié et en même temps très unifié, parce que c'est finalement tout ce qui concourt aux soins et à l'hébergement de la population. De votre côté, Romain, est-ce qu'il y a des secteurs que vous regardez en particulier? Oui, chez Théorème, on est très investi sur tout ce qui est industriel et logistique. Et nous, notre thématique, c'est vraiment la réindustrialisation de l'Europe. Alors, ça fait vraiment le lien avec l'actualité de ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais on considère que l'Europe a besoin de réapatrier son industrie ou une partie de son industrie, sa chaîne logistique et puis ses bâtiments de recherche. Et ça fait le lien avec Daniel sur la partie notamment life science qui est en lien avec tout ce qui est santé, puisque c'est la fabrication des médicaments. Et ça, ce sont des thématiques d'avenir, ce sont des bâtiments sur lesquels on a besoin d'investissement parce qu'il n'y a pas assez de surface disponible pour abriter toutes les entreprises. D'investissement de construction
construction de zéro, mais aussi on le voit avec le secteur de l'auto là qui va peut-être être mobilisé pour l'effort de la défense, de faire pivoter des lieux qui sont pour l'instant par exemple à l'industrie automobile et qui demain pourraient servir à un autre secteur. Complètement, en fait, ce sont des bâtiments qui sont de toute façon adaptables à d'autres types d'industries. Ce qui est important, c'est de voir quel type de matériel de production vous pouvez mettre à l'intérieur de vos bâtiments. Ce n'est pas forcément des bâtiments qui sont adaptés à une seule entreprise. C'est la chaîne de production qui doit pouvoir rentrer dans l'usine. On réfléchit à comment jouer l'Europe du point de vue de l'investisseur immobilier entre les actifs tertiaires, les industriels, l'immobilier de santé. L'Europe, c'est grand. Avec Jérémy Tubiana, il y a quelques minutes, on faisait la différence entre la zone euro, l'Europe, etc. Si on parle d'investissement en Europe, de quel pays spécifiquement on s'occupe? Est-ce qu'il y a des pays qui concentrent plus d'investissements que d'autres? On regarde surtout un peu vers le Royaume-Uni, qui, même si ce n'est plus dans l'Union, reste quand même dans la zone Europe. Exactement. Les marchés les plus profonds, c'est, outre la France, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, enfin, les Pays-Bas également, qui sont très prisés, l'Espagne, qui connaît quand même une croissance intéressante aujourd'hui, et l'Italie. Évidemment, il y a des sujets de change spécifiques avec le Royaume-Uni, et donc là, mais il y a plusieurs solutions, là encore. On peut négocier de se faire payer son loyer en euros, on peut couvrir le risque de change par certains instruments. Donc tout ça, ça se gère. Nous, chez Eurial, on a 260 actifs, dont un quart au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qu'on connaît. Et effectivement, le sujet, ça va être finalement la profondeur de marché. Parce qu'en fait, pour bien investir en immobilier, le mieux, c'est quand même d'avoir le choix. Et donc d'avoir un terrain de jeu qui doit être le plus large possible. On finit avec un petit peu de pédagogie. On a parlé de SCPI. Bien sûr qu'il y a un moyen d'investir dans l'immobilier en Europe. Il y a aussi des club deals. Oui, tout à fait. C'est une façon de faire de l'investissement. C'est des opérations plus risquées. Vous êtes sur un seul actif, alors que la SCPI se veut être un véhicule qui est diversifié, qui est un véhicule de long terme, qui se prête plus à une épargne patrimoniale qu'un club deal sur lequel vous allez faire des investissements de diversification parce que vous avez une conviction très forte sur un placement. En tant qu'Européen, on a un passeport national, mais aussi un passeport européen. On va aussi parler de l'arrivée dans les prochaines années des fonds qu'on appelle ELTIF pour European Long Term Investment Fund. À quoi ça va ressembler ces fonds européens long terme? Petit portrait. Ça c'est une évolution majeure de l'Europe puisque c'est la possibilité de faire voyager l'épargne partout en Europe pour le grand public. Donc vos fonds français vont pouvoir être commercialisés aussi en Allemagne, en Italie, et bien sûr les fonds allemands et italiens vont pouvoir venir en France. C'est un outil merveilleux justement pour fédérer davantage l'épargne et puis pouvoir financer notre immobilier, l'immobilier européen. Voilà, on cherche l'union de marché des capitaux, mais là c'est aussi une sorte d'union des fonds. Exactement, et peut-être faut aussi préciser que LTIF, c'est non pas un nouveau type de fonds, mais un label qui peut s'appliquer à des fonds qui existent déjà. On pourra avoir possiblement des SCPI labellisés LTIF, on pourra avoir des différents fonds labellisés LTIF. LTIF, ça veut dire fonds européen, fonds d'investissement européen de long terme. C'est un outil pour canaliser l'épargne. Et évidemment, l'idée, c'est ce qu'on appelle le passeportage européen. C'est que si vous avez un agrément pour être actif dans un pays, vous avez automatiquement le droit de distribuer dans les 26 autres pays de l'Union européenne. Ça veut aussi dire qu'il y a des fonds gérés par nos pays qui pourront venir sur le marché français. Donc effectivement, il va falloir s'habituer à cette terminologie-là. Mais voilà, c'est aussi le sens de l'union des capitaux, c'est qu'il y a une concurrence entre pays européens. Une saine concurrence. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les gérants. On verra comment ça se traduit pour nous, investisseurs particuliers. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exercice croisé. On réfléchissait à comment flécher l'épargne et flécher les investissements immobiliers vers l'Europe. Robin Welch, président de Théorème, et vous venez d'entendre Daniel Boyle, directeur stratégie et recherche de Rial. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.